Avant d'ouvrir la troisième conférence de section de Matina, au nom de la direction du parti, la délégation du Bureau politique national adresse ses condoléances sincères à votre section et à travers elle, à la famille et à tous les parents et amis du camarade Amadou Gueye, jeune militant arraché à notre affection dans la nuit du 17 mai 1963. Qu'il repose en paix et que la terre lui soit légère. Le Bureau politique national nous a fait l'honneur de nous désigner pour le représenter aux assises de votre troisième conférence de section. Nous vous donnons l'assurance que nous en sommes fiers et au nom des dirigeants nationaux de l'Union Souranaise RDA, nous vous adressons nos salutations fraternelles. Nous renouvelons ces salutations en les insérant dans un message de félicitations et d'encouragement que nous vous apportons au nom de notre secrétaire général, le camarade Modibo Keïta, auquel il vient d'être décerné, comme vous le savez, le prix international Lénine de la paix. Cette haute promotion signifie la consécration officielle par l'opinion mondiale du dynamisme de notre parti, de sa combativité constante, de sa clairvoyance, de la justesse de sa doctrine et enfin de son engagement inconditionnel dans la lutte menée par l'ensemble des forces progressistes de l'humanité. À travers votre conférence, nous saluons fraternellement aussi tous les militants de votre secte pour la contribution que chacun d'eux a apportée pour renforcer le parti et consolider sa notoriété au sein des forces populaires et démocratiques du monde entier. Camarades, le prix international Lénine de la paix, qui vient de glorifier la lutte héroïque de notre peuple uni et mobilisé derrière son seul parti populaire et démocratique, notamment à travers son secrétaire général et en même temps fondateur, doit être pour nous tous à la fois une source légitime de fierté et de satisfaction et un sujet de profonde méditation. Quelles leçons devons-nous en tirer en premier lieu? J'ai déjà dit plus haut que c'est la démonstration de la justesse de notre doctrine et l'efficacité de nos méthodes, de l'exactitude de notre idéologie, car intervenant au lendemain de notre longue lutte du passé, au lendemain de notre option historique en faveur du socialisme, notre courage et notre détermination farouche d'aller de l'avant ne sauraient jamais plus être freinés. Donc ce prix international Lénine, nous l'acceptons comme un hommage rendu à notre pays, à notre peuple, à notre parti, non seulement au nom de toutes les forces démocratiques et de progrès du monde entier, mais aussi et surtout au nom du peuple du premier pays socialiste du monde, au nom des premiers pionniers du socialisme mondial qui ont démontré aujourd'hui, avec suffisamment de preuves à l'appui, que l'édification socialiste est la seule voie qui puisse aboutir réellement au bonheur du peuple. Camarades, tous vous avez suivi et suivez l'évolution de l'Union Souranaise RDA. Tous vous avez vécu et vivez sa vie. De ce fait, le parti vit aujourd'hui dans chacun de vous et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui comme demain, nous mettrons tout en œuvre pour que l'Union Souranaise RDA soit et reste notre chair, pour que nous soyons et restions son sang. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est à prendre, nécessairement à prendre, jamais à laisser. L'unité nationale réalisée à partir d'une organisation populaire du genre de celle qui nous a rassemblés est un trésor inestimable que bien de grands pays n'arrivent pas encore à posséder et c'est sûrement parce qu'ils ne sont jamais arrivés à obtenir qu'ils le critiquent s'ils ne le condamnent tout court. Cette attitude traduit tout simplement de leur part le désespoir de l'instabilité. En effet, cela est si facile à vérifier qu'il échappe ordinairement à notre attention. Mais si vous parcouriez la presse internationale, si vous écoutiez les radios, si vous analysiez les divers commentaires concernant soit la vie quotidienne de certaines grandes nations contemporaines,
soit les événements qui mobilisent brusquement leur opinion publique en des circonstances déterminées, vous vous apercevriez bien vite que l'unité nationale, surtout lorsqu'elle se réalise autour d'une idéologie politique clairement définie, est la plus grande victoire qu'une société peut remporter dans l'exercice de sa souveraineté, dans sa marche vers le progrès. Nous ne répéterons jamais assez qu'il faut saluer l'unité nationale au Mali, qu'il faut rendre hommage à son artisan incontesté qui est l'Union souranaise RDA, qu'il faut défendre notre parti pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il est disposé à faire pour que notre pays aille toujours de l'avant vers le bien-être de tout le peuple exclusivement. Chacun de vous se demande sans doute pourquoi, toutes les semaines, il y a un renversement spectaculaire de la situation générale, par exemple au Chili ou ailleurs. Chacun de vous s'interroge certainement sur les raisons qui sont à la base des violentes manifestations opposant en ce moment les Dominicains aux Haïtiens, les péronistes aux antipéronistes en Argentine, les militaires aux civils dans plusieurs pays, etc., etc. Chacun de vous se demande pourquoi, dans de nombreux pays modernes et grands d'Europe ou d'Amérique, plutôt que dans d'autres pays qui leur sont cependant voisins, des problèmes jaillissent tous les jours, paralysant les activités nationales, compromettant sans cesse les acquisitions du passé et les projets d'avenir, divisant les couches du peuple en pour ou contre ceci ou cela, les conduisant à des règlements fratricides. Chacun de vous se demande pour quelles raisons des crises éclatent par-ci par-là, faisant trembler ou bouleversant les structures économiques, politiques, sociales. Pourquoi aussi des mineurs se mettent en grève alors que des enfants peuvent mourir de froid? Pourquoi des dockers font la grève, jonchant les quais de marchandises diverses et de nombreuses denrées alimentaires, alors que les consommateurs en sont privés, même s'ils ont de l'argent? Camarades, tout cela est si facile à comprendre. Et les réponses à ces questions sont si simples à trouver. Il s'agit en réalité, dans ce pays, du manque de cette unité nationale, telle que nous l'avons construite chez nous. Cette unité nationale sans laquelle on ne peut rien, et que des irresponsables critiquent parce qu'ils sont incapables de la réaliser. Dans ces États victimes de désordres sociaux, qui n'ont de ce fait jamais le temps de se pencher sérieusement sur les problèmes vitaux de leur évolution, il n'existe à vrai dire aucune idéologie collective de l'intérêt national tel que nous le concevons au Mali, tel qu'on le conçoit dans un pays socialiste. Dans ce pays, une certaine démocratie veut que chaque individu défende âprement son gain, que chaque groupe d'intérêt lutte à mort contre un groupe similaire. Enfin, dans ces États, l'intérêt privé passant avant l'intérêt commun, il en résulte une lutte perpétuelle entre les éléments d'une même société, une tension qui s'oppose à tout progrès collectif. Un autre exemple illustre ce genre de machine démocratique, cette sorte de liberté démocratique dont nous ne voulons pas au Mali, bien sûr. En effet, vous êtes-vous jamais demandé, camarades, pourquoi l'apartheid persiste-t-il en Union sud-africaine? Pourquoi des chiens policiers sont lancés contre les Noirs dans le sud des États-Unis, malgré la bonne volonté et l'autorité constitutionnelle du gouvernement fédéral? Il ne s'agit point d'être grand théoricien pour répondre à cette question. C'est dû uniquement au régime politique, au régime social, au régime culturel, bref, au régime économique. C'est le régime économique qui a engendré les classes sociales, qui a engendré le colonialisme, l'impérialisme et le néocolonialisme, qui tous ne sont que des manifestations ou expressions expansionnistes de l'idéologie capitaliste, des manifestations de l'exploitation de l'homme par l'homme, d'un peuple par un autre peuple, qui ne sont tous que des conséquences de cette idéologie même qui, dans les temps reculés, a engendré l'esclavage, le féodalisme, le servage, etc. Voilà en réalité pourquoi en Afrique du Sud, le nègre est toujours considéré comme une bête de somme que l'on fait travailler pour le remplissage.
des coffres-forts individuels ou appartenant à des consortiums. Voilà pourquoi au sud des États-Unis, les nègres sont traités moins que des chiens par simple réminiscence réflexe chez une minorité de blancs qui ne se consolent pas d'avoir perdu leurs attributs de la période de la traite des Noirs, qui ont la nostalgie des immenses propriétés terriennes à grande rentabilité où trimaient gratuitement les Africains. Si ces deux exemples heurtent davantage aujourd'hui notre conscience, c'est que nous en faisons malgré nous et par la force des circonstances historiques une interprétation subjective. C'est que la conjoncture actuelle veut que cela se passe précisément dans les pays où cohabitent par la force des choses deux ou plusieurs races différentes. Pourtant, sans perdre la même identité de base, ces deux exemples deviennent pour nous moins apparents lorsqu'ils traduisent des rapports sociaux entre ouvriers et patronat dans les usines d'un pays capitaliste uniracial, entre paysans et grands propriétaires terriens d'une même race. Il faut faire attention, car le fond du problème est toujours le même. Il demeure toujours lié à l'exploitation de l'homme par l'homme, qui est le trait le plus saillant de l'État capitaliste. Certains d'entre nous se demandent peut-être pour quelles raisons j'ai énuméré ces exemples. Je répondrai que je veux tout simplement souligner énergiquement l'option que nous avons faite lors de notre congrès historique de 1960 et que nous avons réaffirmé plus énergiquement encore au cours des travaux du séminaire et du congrès de septembre 1962. Il y a encore d'autres raisons, de nombreuses autres raisons que je ne pourrais toutes vous citer aujourd'hui. Il en existe cependant une qui domine. C'est qu'à partir du dernier congrès, nous nous sommes engagés solennellement dans la voie de la construction socialiste. Cette prise de position constitue pour nous à la fois un symbole de courage et un serment de respecter désormais, plus que de par le passé, la flamme qui a donné naissance à l'Union sornaise RDA. Je me permets de vous rappeler que les présidents Konaté, Modibo Keïta et plusieurs de leurs compagnons, au moment qu'ils fondaient notre parti, ont dit: si notre parti, conçu par le peuple et pour le peuple, doit faire le bonheur du peuple, nous lui souhaitons la victoire. Si au contraire, notre mission doit dévier de sa véritable vocation et s'opposer ainsi aux intérêts du peuple, nous souhaitons alors d'être confondus par le peuple et devant le peuple. Ce serment capital, beaucoup d'entre nous l'ont prononcé il y a longtemps. Plusieurs parmi nous y pensent et y penseront jusqu'à leur dernier souffle. Les uns y penseront moins et d'autres n'y pensent plus du tout. Il vaut mieux constater ce fait et le dire plutôt que de ne pas le dire, car ce serait rendre un mauvais service au pays. Nous affirmons que par ce serment, l'Union sornaise RDA est devenue pour la plupart d'entre nous une religion. Si hier nous avons été des prosélytes de cette religion, aujourd'hui que notre parti s'est engagé dans la voie de la construction socialiste, qui demande plus de précision, cette religion doit donc gagner elle aussi en précision, en pureté, en efficacité, pour avoir été davantage enrichie par l'adoption du socialisme. Hier, nous avions juré de faire le bonheur du peuple en dégageant une foi. Aujourd'hui, pour soutenir cette foi, nous avons trouvé des moyens. Que nous reste-t-il à faire? C'est d'appliquer ces moyens sans hésitation sur la base de la foi dégagée. Or, c'est sûrement la tâche la plus difficile, dans l'accomplissement de laquelle nous nous heurterons à des obstacles tels qu'on n'en avait jamais rencontrés auparavant. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de faire le bonheur à tous. Sachez que depuis longtemps, l'humanité affronte cette tâche qu'elle s'est toujours proposé de réaliser. Mais il a été démontré qu'il ne s'agit pas toujours de vouloir, qu'il faut se décider à pouvoir. Ici, pouvoir veut dire agir avec les moyens en main. Les religions disent que dans le paradis, il n'y aura pas de classe sociale, qu'il n'y aura ni riche ni pauvre, ni puissant ni faible, ni blanc ni noir, ni rouge ni jaune, que tout le monde vivra dans l'égalité absolue.
Les religions disent que pour aller au paradis, il faut être convaincu de cela et lutter pendant qu'on vit sur terre pour établir la justice et la faire respecter. Elles condamnent toutes, sans exception, l'arrogance de l'opulence pendant qu'il existe des hommes sans ressources. Elles condamnent toute l'injustice, l'iniquité. Elles prônent toute la solidarité, l'harmonie en tout. Mais alors, pourquoi les idéologies politiques et économiques qui veulent donner un avant-goût du paradis sur terre, ce paradis qui est la récompense des hommes justes et honnêtes, sont-elles sournoisement combattues, décriées par les hommes? Est-ce à dire que ceux qui veulent le paradis pour tous les honnêtes et laborieux hommes, sans distinction, sont du coup les ennemis de Dieu? En tout cas, ce serait vraiment paradoxal et il y aurait de quoi ne plus comprendre rien à rien. Mais nous savons que par-dessus tout cela plane l'ombre de l'égoïsme de l'homme, qui est la foi, l'idéologie du capitalisme, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme. L'Union souranaise, depuis sa naissance, est adversaire d'une telle idéologie. C'est cela qui lui a valu des adversaires. Et aujourd'hui qu'elle remporte sa propre idéologie de progrès social par son option socialiste, elle s'est encore créé davantage d'adversaires, même si ces adversaires ne se trouvent pas près de nous. Mais nous disons clairement et nettement à ces éventuels adversaires qu'ils s'useront vainement contre le socialisme, surtout lorsqu'un parti tel que l'Union souranaise s'attelle à le construire. Hier, nous avions la foi. Nous avons fait notre chemin. Aujourd'hui, nous avons à la fois la foi et les moyens. Nous élargirons le chemin parcouru. Nous construirons le socialisme que veut notre peuple, en écrasant les ennemis de notre peuple. Qu'ils prennent garde, ceux-là qui sont toujours enclins à confondre les choses, ceux-là qui croient qu'il suffit de chanter n'importe quoi pour être acclamé. Camarades, la direction de l'Union souranaise sait combien les militants du Massina apprécient à sa juste valeur le contenu du socialisme. Car vous savez fort bien ce que notre parti a pu faire, particulièrement dans votre région où régnait un féodalisme de la pire espèce, où l'exploitation de l'homme par l'homme trouvait sa plus haute expression. Ce qui est certain, c'est que les Maliens de votre région ne regretteront jamais d'avoir été débarrassés du carcan qui était placé ici à leur cou, d'avoir été débarrassés de la disqualification qu'ils subissaient ici. Il n'est pas question que ce triste passé puisse revenir dans le Massina, que l'on ne s'y trompe pas, car le peuple dispose désormais de la force de l'Union souranaise, son arme populaire et démocratique, grâce à laquelle il est à mesure de dissuader n'importe quel individu ou groupe d'individus. Camarades, une conférence de section n'est pas et ne doit pas être nécessairement une tribune où l'on vient s'adresser des éloges, des congratulations, toujours des éloges et des congratulations. En tout cas, ce n'est pas une pratique courante dans les partis d'avant-garde qui, sinon, risqueraient de tomber dans le conformisme, dans la démobilisation, dans un vulgaire processus d'étouffement de leur enthousiasme créateur. Nous sommes ici, aujourd'hui, pour travailler, pour bien faire, pour faire mieux qu'on a pu faire jusqu'ici. La ligne du tout parti qui se respecte est une progression constante. Le meilleur militant, c'est celui-là qui, après chaque journée, se dit « J'ai encore beaucoup à faire ». Car, camarades, on ne fera jamais assez pour assurer le bonheur du peuple. Voilà la vérité. Évidemment, elle ne peut être une vérité pour tous ceux qui pensent seulement à leurs propres intérêts, pour ceux qui glissent dans l'opportunisme, pour ceux qui se contentent de parler du socialisme sans en être convaincus. Ceux-là sont aujourd'hui nos plus terribles adversaires. Nous ne les craignons cependant pas plus que nous n'avons craint hier ni les fautes du colonialisme, ni les bassesses de leur balai. Aujourd'hui, le peuple du Mali a multiplié sa force parce qu'il milite au sein d'un parti populaire démocratique, parce qu'il a opté pour le socialisme. Notre tâche reste désormais à découvrir et à dénoncer les faux socialistes. Nous devons entreprendre dès maintenant cette tâche, car nous sommes au départ. Et généralement, le départ conditionne la réussite. Notre chance, c'est que les faux idéaux ne peuvent pas être nombreux en raison même des structures économiques et sociales du pays. Chez nous, il est certain
qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent le bien de tous que d'individus orientés vers la défense de leurs intérêts particuliers. Ce qui importe, c'est de défendre efficacement la volonté générale. La volonté générale est indescriptible. Dans le contrat social, Rousseau a dit, je cite, « Tant que plusieurs hommes réunis se considèrent comme un seul corps, ils n'ont qu'une seule volonté qui se rapporte à la commune conservation et au bien-être général. Alors tous les ressorts de l'État sont vigoureux et sains. Ces maximes sont claires et lumineuses. Il n'y a point d'intérêt d'embrouiller contradictoire. Le bien commun se montre partout avec évidence et ne demande que du bon sens pour être aperçu. La paix, l'union, l'égalité sont ennemis des subtilités politiques. Les hommes droits et simples sont difficiles à tromper à cause justement de leur simplicité. Les leurs, les prétextes raffinés ne leur en imposent point. Ils ne sont même pas assez faits pour être dupes. Quand on voit chez le plus heureux peuple du monde des réunions de paysans régler les affaires de l'État sous un arbre et se conduire toujours sagement, peut-on s'empêcher de mépriser les raffinements des autres nations qui se rendent illustres et misérables avec tant d'art et de mystère? Fin de citation. Nous voyons, camarades, à travers ces lignes, une image de ce que nous sommes en train de faire. Soyons-en fiers et sachons qu'il ne suffit pas toujours d'être grand pour en imposer. Nous allons de l'avant et il est bon que nous en rendions compte. Mais nous avons encore beaucoup à faire. C'est pourquoi je prétends qu'une conférence de sous-section et de section ne doit pas se contenter de faire seulement des éloges. Si elle veut être rentable, elle doit nécessairement examiner d'abord ses causes d'erreur, ses insuccès. Il y a dans notre mission beaucoup plus d'intérêt à insister sur ce qu'on veut conquérir qu'à s'attarder sur ce qu'on a déjà conquis. Loin de moi l'idée d'avancer qu'il ne faut pas tenir compte de ce qui est acquis. Mais il vaut mieux toujours savoir éviter les échecs qui à la fois aliènent l'acquis et compromettent l'avenir. C'est pourquoi il est indispensable de s'expliquer clairement, d'agir clairement une fois qu'après orientation et conception claire, il y a option claire. Le socialisme a beaucoup d'ennemis. Il ne faut pas se le cacher. C'est très dangereux. Ses premiers ennemis se trouvent parmi nous-mêmes. Ce sont, à notre avis, ceux qui en parlent souvent alors qu'ils n'agissent pas en conformité avec ces lois, qui en parlent spectaculairement, cependant qu'ils sont affaiblis. Donc, qui se mettent sous son couvert pour pouvoir mieux accumuler des biens sous le dos du peuple. On ne les rencontre pas, évidemment, au niveau des masses. Ils sont plus souvent parmi les cadres responsables, à quelque niveau que ce soit, parmi les cadres d'exécution. C'est donc un danger qu'il faut déceler, avant qu'il ne se transforme en infirmité du passé. La seconde catégorie des adversaires du socialisme, en l'état actuel des choses, ce sont ceux qui ne sont pas d'accord avec le système, soit parce qu'ils sont victimes de la nostalgie d'un passé de collaboration directe ou indirecte avec le colonialisme et autres forces réactionnaires, soit par ignorance ou manque d'éducation. Ceux qui le sont par manque d'éducation sont récupérables. Par contre, le sont difficilement les adversaires qui sont parmi les anciens exploiteurs, les anciens chefs coutumiers qui ont été épaulés par le régime colonial, ceux qui sont devenus facilement de grands propriétaires terriens, de grands propriétaires de troupeaux. Ceux-là peuvent longtemps rester des ennemis en puissance. Il est nécessaire de les surveiller pour leur enlever à jamais le coût des calculs de probabilité. La direction de l'Union sociale affirme que le socialisme ne se construit pas dans l'équivoque, dans la facilité. Et, de ce fait, avec l'appui des masses, elle est décidée d'atteindre nos objectifs. Enfin, il y a une troisième catégorie d'adversaires. Elle est constituée d'éléments qui veulent aller trop vite. Or, il est prouvé qu'on n'a jamais bien fait en allant trop vite. Ceux qui se livrent à ces jeux, qui aiment entendre dire d'eux qu'ils sont des socialistes révolutionnaires, ne savent certainement pas ce qui se trouve derrière cette expression. En réalité, ce sont de faux socialistes, animés par une conception de nationalisme bourgeois. Nous en avons connu qui, au début, sont venus au Mali en gesticulant et en priant et en criant comme des possédés. On les a vite vus repartir en dehors du Mali, parce qu'ils ne gagnaient pas suffisamment, prétendaient-ils. Ils sont retournés dans les pays où ils peuvent ramasser beaucoup de fortune.
Ceux-là ne mettent pas leur connaissance, leur technicité au service du peuple, au service du pays qui les a vus naître et qui les a élevés. Mais ils la trompent contre le luxe. Ils la cèdent au plus offrant, à celui ou à ceux qui peuvent lever une armée contre leur pays. Ces gens, camarades, sont avec les premiers que j'ai cités, c'est-à-dire les apéristes, les plus dangereux. Sur ces derniers, ils ont seulement l'avantage de fuir honteusement le pays en pleine construction. C'est pourquoi je vous ai dit au début que le socialisme est une religion, que pour le construire, il faut beaucoup plus de foi, de convictions inébranlables que de bonnes paroles creuses. Nous sommes d'accord et le serons toujours avec ceux qui parlent peu et agissent beaucoup. Et sachez, camarades, que dans une entreprise d'édification, le contraire est toujours nuisible. Nous préférons également aux camarades qui se taisent, ceux qui parlent clairement, qui admettent d'être critiqués et qui critiquent pour corriger, pour mieux orienter, pour mieux construire. En effet, ceux qui ne parlent pas ne sont pas, par définition, toujours les plus sages. Dans une construction socialiste véritable, la foi, la conviction intérieure passent avant le bavardage. Nous sommes décidés à aller de l'avant, mais que l'on ne se trompe pas. Notre voie est dure, car si ce que nous cherchons est difficile à atteindre, il est cependant très beau, il est sublime lorsqu'il est atteint. De quoi s'agit-il? De créer une société où il n'y aura pas de riches, mais surtout il n'y aura pas de pauvres. Considérez de près la signification des mots riches et pauvres à l'échelle d'une société entière. Vous vous apercevrez qu'il est plus difficile, certes, mais combien plus noble de supprimer la pauvreté que de créer des riches. Nous préférons un peu plus de 100 millions de gens ou plus qui mangent bien, qui s'habillent bien, qui sont tous bien logés, bien soignés, à une société de 100 millions d'individus ou plus, sans cesse aux prises, avec des difficultés et se trouvant sous la coupe de 10 ou 20 millionnaires. Camarades de Matina, nous vous félicitons d'avoir perçu tout cela. Vos activités l'ont prouvé. Vous vous êtes battus dans un secteur que personne ne pensait jamais parvenir à socialiser. En effet, c'est ici que le militant se sent le plus heurté au front du colonialisme et de ses supports intérieurs. Vous avez toujours pris vos responsabilités. La direction au courant de toutes vos activités. Vous maîtriserez de rompre avec la tradition en ne me livrant pas à une longue énumération de ce que vous avez réalisé jusqu'ici, car je ne pense vraiment pas que ce soit l'essentiel. Le plus important, c'est la conscience exacte de ce qu'il vous reste à faire pour l'édification socialiste, qui est une entreprise qu'une seule génération ne sera terminée. Présentement, notre rôle essentiel est de préserver la solide portion que nous avons érigée, pour que ceux qui viendront après nous continuent sûrement le travail sans avoir à recommencer. Nous sommes, je le répète, au stade du renforcement de notre foi socialiste. Nous avons décidé devant le monde de construire un Mali socialiste, mais il n'est pas encore socialiste. Le travail le plus urgent et le plus délicat, c'est de parfaire la préparation du terrain socialiste, en popularisant la doctrine du parti, en renforçant la démocratie. Lorsque nous aurons bien conduit ce travail idéologique, parallèlement aux impératifs pratiques du plan de développement, nous aboutirons au socialisme. Nous gagnerons la bataille, car nous avons bien compris au départ. Ce n'est pas au Mali que l'on s'aperçoit réellement du prestige de notre pays et de la bonne réputation de notre peuple. Il faut parfois aller loin du Mali pour s'en rendre compte. Camarades, lisez l'essor quotidien du 17 mai. Vous y lirez un commentaire sur le Mali, sur son parti, sur son secrétaire général. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Nous l'avons tout simplement repris dans notre journal et à notre radio. Il nous écrase de satisfaction et davantage de responsabilité. Camarades, notre secrétaire général se rend lundi à Addis Abeba pour la construction de l'Afrique. Je demande que la conférence de section de Massina prenne l'initiative
d'adresser à notre camarade secrétaire général un message lui disant combien le Mali et l'Afrique ont confiance en sa droiture, en sa lucidité et en sa détermination enthousiaste et créatrice pour les grandes causes. Tel que nous le connaissons, ce message si simple viendra s'ajouter à l'arsenal des armes simples et efficaces dont il sait si bien se servir au nom de notre peuple, au nom de notre parti, au nom de l'Afrique, au nom de la justice, au nom de la liberté, au nom des forces démocratiques et de progrès. Nous savons, nous, de l'Union Tonnaise, qu'il y a beaucoup à faire. C'est pourquoi nous refusons de dormir sur de prétendus lauriers. C'est pourquoi nous refusons de tomber dans le conformisme. C'est pourquoi nous refusons de démobiliser. La vie est une lutte perpétuelle. Et le fait pour nous d'entreprendre une construction socialiste nous crée davantage de responsabilités. J'ai parlé des adversaires intérieurs du socialisme. Il y a aussi des adversaires extérieurs. Nous pensons que ces deux camps n'arriveront jamais plus à se donner la main. Le colonialisme n'est pas mort. L'impérialisme se défend avec acharnement. Nous subissons toutes sortes d'offensives, politiques, économiques, militaires. Mais en outre, les tactiques deviennent plus subtiles. Maintenant, elles prolifèrent sur le plan culturel, qui est le plus dangereux, le plus pernicieux. Il faut que nous restions vigilants. Tant que le colonialisme existera en Afrique, tant que le néocolonialisme existera, nous ne pouvons être tranquilles. En même temps que nous aurons conscience de ces dangers, combattons-les en liquidant résolument les contradictions. Avant de conclure, rappelons-nous toujours que notre option est inéluctable parce qu'elle émane du peuple. Nous faisons le socialisme. Et pour bien faire le socialisme, il faut bien l'expliquer. Après ce travail préparatoire, il y aura la lutte contre les adversaires du socialisme, qui ne sont pas toujours ce que l'on croit. Les pires adversaires, ce sont les faux socialistes, ceux-là qui en parlent alors qu'ils agissent en capitalisme. Camarades, au nom de la direction, je vous souhaite du succès, je vous souhaite une victoire, car votre succès en Massina sera une arme efficace pour la victoire du Mali, pour la victoire du socialisme, pour la victoire de l'Afrique sur le colonialisme et l'impérialisme, sous toutes leurs formes et manifestations. Quand le peuple décide, seuls des hommes peuvent désormais trahir, mais le peuple décidé remporte toujours la victoire. Vive la section de Massina, vive l'Union Tonnaise RDA, vive l'Afrique, vive la paix, vive l'amitié entre les peuples.